Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette toute nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 20 juillet et tout de suite nous partons pour 30 minutes de JT. Il était attendu depuis plusieurs jours, le remaniement du gouvernement a été dévoilé il y a quelques heures. Jean-François Carenco laisse le siège de ministre délégué des Outre-mer au député Philippe Vigier, une fonction qu'il occupera pour la première fois. Avec cette nouvelle attribution, il reprend notamment le flambeau du comité interministériel des Outre-mer pour lequel il a déclaré s'atteler à la tâche avec énergie, enthousiasme et un regard nouveau. Lors du comité SIOM, qui s'est tenu le mercredi 18 juillet après plusieurs reports, la première ministre Elisabeth Borne a validé 72 mesures censées améliorer le quotidien des ultramarins. Pour le Parti social-écologie et le sénateur M. Victorin Lurel, ces mesures ne répondent pas clairement aux problématiques des ultramarins. Ils en attendent davantage. Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe, a réagi aujourd'hui aux mesures prévues au micro de Gérard Loiseau. Des mesures à caractère, qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, parce qu'elles ont un caractère réglementaire ou technique. Il s'agit de prendre un arrêté, je pense notamment aux mesures qui concernent la continuité territoriale, et puis il y a d'autres mesures dont le calendrier est plus compliqué à déterminer, parce qu'elles sont de nature législative, donc ça suppose qu'il y ait un débat au Parlement. Je pense notamment à l'octroi de mer, il faut qu'il y ait des études préalables, il faut qu'il y ait une loi qui soit votée. Par exemple, sur l'octroi de mer, on est sur un calendrier au projet de loi de finances 2025. Mais le projet de loi de finances 2025, c'est demain, parce qu'il sera élaboré entre juin et septembre 2024. Voilà. Donc des mesures, il n'y a pas de priorité dans les 72 mesures, mais il y a un déploiement qui va se faire en fonction, je dirais, de la complexité ou de la nature du travail réglementaire ou législatif qui est nécessaire pour aboutir à la mise en œuvre de cette mesure. Je pense que les choses sont plus compliquées que ça. C'est pas simplement, on peut notamment parler du bouclier qualité-prix. Alors vous savez que c'est une centaine d'articles sur lesquels on limite, on réduit l'augmentation des prix. Mais ça se réduit pas et ce serait trop simple. Je suis pas économiste, ce serait trop simple effectivement qu'on se limite au prix du caddie ou au prix du panier du ménager ou de la ménagère. C'est pas simplement limiter les prix, c'est savoir comment se constitue le prix et quelle est la chaîne de valeur. Il faut aussi pour mieux rémunérer les gens qui travaillent sur le territoire. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a notamment parmi les mesures, il y a le renforcement des autorités de concurrence ici sur le territoire avec des moyens supplémentaires. Moi, s'il y a 3 priorités, mais elles se rejoignent ou elles convergent, c'est l'emploi. C'est trouver du travail outre-mer quand on est dans un territoire d'outre-mer. C'est créer de la valeur. C'est que pour les entreprises ici, on ait un système économique, un système fiscal effectivement qui ne soit pas biaisé ou qui ne soit pas dévoyé et qui permette véritablement de créer de la valeur. Donc du travail, de la création de valeur et une cherté de la vie qui ne soit pas effectivement, qui puisse être réfrénée, encadrée. Donc la problématique du coût de la vie, c'est primordial. Depuis quelques jours, la Guadeloupe connaît un épisode important de pollution aux particules fines en raison du passage des brumes de sable. Une procédure d'alerte rouge a été déclenchée par arrêté préfectoral suite au dépassement des seuils de concentration en particules fines dans l'air. L'association agréée de surveillance de la qualité de l'air Guadair informe sur les précautions à prendre pendant les prochains jours. Un reportage de Solène Fèvre et Nora Florville. Depuis mardi, nous avons des masses d'air qui nous proviennent des régions désertiques africaines qui augmentent les niveaux de concentration sur notre région, sur la Guadeloupe et aussi sur Saint-Martin. Ces augmentations dépassent le seuil d'alerte, alors depuis en début de semaine du 50 microgrammes, le premier seuil d'alerte, niveau orange classiquement. Et depuis hier, on a un dépassement du seuil des 80 microgrammes, le seuil rouge. Alors ce dépassement du seuil rouge va durer certainement jusqu'à samedi, d'après les prévisions qu'on peut faire, donc ça peut encore bouger. Mais pour l'instant, on peut dire que jusqu'à samedi, on aura certainement des niveaux forts de pollution sur la Guadeloupe. Il y aura déjà des gestes de protection pour soi-même, donc c'est éviter de faire des activités physiques intenses. Ça peut être donc le sport évidemment, ça peut être aussi le jardinage ou alors des déplacements de choses à la maison intenses. Tout ce qui va augmenter la respiration, on évite de le faire. On a aussi des mesures qui visent à réduire cette pollution. Donc comme je disais, c'est l'addition
des brumes de sable qui arrivent, plus la pollution qu'on émet de manière quotidienne. Donc on peut aussi réduire nos émissions au quotidien, donc tout ce qui sera combustion en général, donc barbecue, tous les éléments qui peuvent émettre de la pollution. Donc nous sommes en période cyclonique, donc on a des vents qui sont peut-être plus violents, qui nous proviennent justement de ces régions désertiques et donc qui accentuent ce mouvement de brumes de sable sur nos régions. Donc lorsqu'on a une dépression, on a de la précipitation, mais quand on est entre deux dépressions, on a justement une phase où le temps est beaucoup plus sec et où les brumes de sable sont plus présentes. Les conditions météo font que sur la période on va dire d'avril jusqu'à novembre, nous sommes dans la situation où les brumes de sable sont les plus fréquentes. Alors d'une année à l'autre, ça varie, mais de manière générale, c'est sur cette période qu'on a les épisodes de pollution les plus importants liés au passage de brumes de sable. Chômage, transport, vie en communauté, le président de la CANBT, Guy Losbar, reçoit les administrés du Nord Basse-Terre lors d'entretiens individuels et mensuels pour écouter leurs doléances et apporter une réponse à leurs problématiques. Un reportage signé Maxime Morel. Nous avons mis en place cela depuis à peu près 4 ou 5 mois, que je puisse une fois le jeudi rencontrer les administrés, s'inscrivent et puis quels que soient les sujets qui concernent la CNBT, donc je peux apporter les réponses immédiates et vous comprenez parfaitement qu'ils me sollicitent pour d'autres sujets également. Comme j'avais envie de discuter avec lui sur certains projets, alors j'étais le voir, il m'a bien reçu. On peut avoir différentes opinions, mais quand on voit la personne en face, on peut parler avec lui franchement et ça m'a paru intéressant. Lorsqu'on connaît la situation du pays, souvent ce sont donc des problèmes de chômage ou encore des problèmes de ramassage des ordures. Le transport, on sait qu'on a un gros problème de transport sur le Nord Basse-Terre, donc j'essaie d'apporter des solutions. Ma très grande satisfaction, c'est que c'est utile et au-delà des réunions mensuelles que je fais dans chaque commune, cela permet d'avoir un contact direct avec les administrés et ils semblent apprécier. La CANGT souhaite quant à elle améliorer l'habitat et réhabiliter les logements des bourgs de l'agglomération Nord-Grande-Terre. Une réunion s'est tenue hier soir en présence de bailleurs sociaux et privés, de promoteurs immobiliers, pour mener une réflexion sur ce projet expérimental. Un reportage signé Olivier Moradel. C'est un projet en expérimentation pour rénover les habitations en centre-bourg. La CNGT, nous avons retenu 60 logements, 15 en réhabilitation propriétaires occupants et 15 en propriétaires bailleurs. Arcaves est une entreprise à vocation sociale, donc nous sommes promoteurs immobiliers. Nous faisons ce qu'on appelle des acquisitions-améliorations. Donc dans le centre-bourg, nous ciblons certains immeubles, nous les achetons pour les remettre dans le parc locatif. Nous, notre mission, c'est de conforter le projet du particulier, de sécuriser et surtout sur la partie architecturale, comment bien mettre en œuvre son projet, monter son projet. S'il y a des modifications qui puissent être en adéquation avec les occupants et c'est surtout le confort thermique aussi qu'il faut mettre en avant, éviter d'utiliser la climatisation. Mais l'idée c'est de rendre le logement le plus agréable pour les futurs occupants, donc les locataires. Nous travaillons principalement avec les partenaires sociaux, les bailleurs et les partenaires publics, mais là dans ce cadre précis, la CANGT nous a sollicité pour essayer d'accompagner des propriétaires bailleurs privés pour les aider dans le montage de leur dossier et pour l'obtention de subventions très spécifiques dans le cadre de 30 000 € de travaux avant la fin de l'année. L'initiative de la CNGT de rallonger la sauce, si je puis me permettre, de rajouter un plus au niveau des financements existants pour les centres-bourgs est une initiative tout à fait louable. Donc la réunion de ce soir a bien mis en avant la multiplicité de tous les organismes qui interviennent. À travers cette opération, vous avez la subvention ANA, donc de l'Agence nationale de l'aide à l'habitat. Vous avez donc l'accompagnement du CANGT, l'accompagnement du conseil régional, du conseil départemental. Donc là, dans ce cadre précis, pour cette réunion d'aujourd'hui, ce sont les principales subventions. Il y a un accompagnement financier qui, au dire, semble un petit peu insuffisant, mais l'idée du projet, ce n'est pas de reconstruire une maison,
c'est la réhabiliter, c'est-à-dire faire des travaux de rénovation. Mais il ne faudrait pas non plus que le bien soit dans un état catastrophique. Ce soir, nous recevons M. Marius Dielna, directeur adjoint des affaires culturelles de la ville du Moule, qui organise le concours Le Moule a un incroyable talent, un concours qui aura lieu le 27 juillet à 19h à la salle Robert Loison. Bonsoir M. Dielna. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors dites-nous, comment est venue cette idée de concours de talent qu'on voit peu souvent en fait en Guadeloupe? En fait, c'est une idée qui est née il y a 3 ans. Lors de nos manifestations annuelles qui s'appellent DKM, Drive Kilti Moule. Et en sillonnant les quartiers sections du Moule, les jeunes nous disent oui, mais c'est bien de faire des manifestations, mais nous, on voudrait peut-être aussi participer à la fête patronale, monter sur le podium, pouvoir nous exprimer. Donc, donnez-nous cette chance. Et donc, de fil en aiguille, nous avons pu obtenir des subventions, des partenaires. Et donc, nous avons monté cette opération qui aboutit actuellement avec le groupe Urban Tempo et la participation de 5 jeunes qui ont été sélectionnés un peu partout dans le monde. Très bien. Quel type de talents seront représentés le 27 juillet? Mais en fait, ce ne sont que des artistes, des chanteurs, des jeunes chanteurs. Donc, ils ont été préparés depuis 3 mois dans nos locaux au Centre culturel Robert Loison. Et ils sont accompagnés, encadrés par le groupe Urban Tempo de Jérôme Castry. Il y a Florence Napri qui a été aussi coach et Tricia Ivry. Et donc, ils vont pouvoir s'exprimer sur deux thématiques dont on a quand même imposé la musique traditionnelle de chez nous, mais ils vont aussi pouvoir s'exprimer sur leur propre son qu'ils ont l'habitude de jouer. En fait, l'idée générale, c'est d'essayer de protéger notre patrimoine musical parce que souvent les jeunes ils s'expriment dans du bouillon ou dans d'autres styles musicaux, mais il fallait aussi les inviter à chanter du zouk, du goka, de la biguine, un peu de tout. Voilà. Très bien. Ces talents, comment ont-ils été sélectionnés? Comment les avez-vous repérés? En fait, nous avons lancé un appel à projet auprès et ceux qui se sont présentés. Donc, il y a une petite détection. Et donc, nous avons sélectionné 5 jeunes et qui vont pouvoir, qui répondent plus aux critères vraiment que nous avons voulu mettre en avant. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie. Donc, si vous êtes amateur de talents artistiques, que vous avez envie de découvrir des jeunes qui s'engagent et qui aussi valorisent notre patrimoine culturel, je vous invite le jeudi 27 juillet à 19h à la salle Robert Loison. Voilà, je rappelle juste que nous sommes en partenariat avec la Cité éducative du Moule et le contrat de ville et que le jury sera présidé par notre artiste bien connu, Chris. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Dielna. Donc, ce soir, nous accueillons aussi sur notre plateau Monsieur Christian Georges Henri Léo, président du Syndipro. Bonsoir, Monsieur Henri Léo. Le syndicat des professionnels a publié mercredi 19 juillet un communiqué de presse suite à la réunion dirigée par le directeur de cabinet du préfet. Vous avez rapporté un comportement inapproprié lors de cette réunion qui avait pour but donc, de rappeler les règles applicables pour les établissements recevant du public. Pourquoi est-ce que vous pensez que le préfet a mal réagi, justement ? Disons que ça fait quelques années que nous sommes confrontés à plusieurs types de situations. Et de la même manière qu'on est architecte, qu'on est médecin, qu'on est ce qu'on est, il y a un ordre, il y a des conditions dans lesquelles on doit travailler. Alors que pratiquer ce qu'on appelle l'organisation de spectacles ou de soirées, et quand on n'est pas franchement un professionnel, c'est passible de quelques amendes ou même d'un procès en pénal. Donc, comme il y a une foison, qu'il y a une multitude de soirées qui sont ni déclarées, ni existantes, lieux tenus secrets, des fois on découvre des lieux, c'est-à-dire qu'on cherche des lieux originaux, c'est bien, mais il suffit de déclarer la soirée. Et nous nous sommes aperçus qu'en fait, les outils, ils étaient là pour pouvoir canaliser un petit peu tout ça. Et que malheureusement, on est arrivé à un stade où vous avez un restaurant, vous faites, parce que nous avons des restaurateurs dans le syndicat qui font des soirées, mais ils n'ont pas conscience de là où ils mettent les pieds et de la manière dont ça peut être dangereux. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté que depuis le mois de janvier, on est en moyenne, j'exagère un tout petit peu, mais on est en moyenne à 1 mort par semaine.
Et en fait, si les gens avaient des vrais professionnels avec eux ou des gens qui sont habilités à faire la sécurité, à organiser, à mettre en place, c'est pas parce que vous avez les moyens de faire ou le concept que vous êtes organisateur. Vous pouvez être initiateur, vous pouvez être l'organisateur final, c'est-à-dire responsable de beaucoup de choses. Et le dernier volet, c'est que les mairies, la SACEM les a tellement convaincus que dès lors que quelqu'un avait une autorisation préalable de la SACEM, il pouvait organiser. Or, si l'URSSAF avait fait la même chose, deuxième outil, en disant non, mais il y a la SACEM, ça c'est un premier salaire, mais il y a le salaire des gens qui travaillent. Ensuite, si le lieu n'est pas adéquat, on demande une commission de sécurité. Il y a plein de choses comme ça. Donc, je sais que les moyens ne sont pas énormes en Guadeloupe, que même l'État n'a pas de grands moyens. Nous ne pleurons pas pour eux. On leur demande simplement que la coordination de tous les services, de ceux qui comptabilisent le nombre de spectacles pour les gens qui n'ont pas de licence de spectacle, que ceux qui donnent les autorisations pour les établissements, ce qu'on appelle établissements recevant du public, le ERP, et que soit aux normes et conditionnent le fait qu'on puisse recevoir des gens, et que tous ces gens-là soient en synergie. Sauf que, quand nous sommes arrivés mardi, et c'est quelqu'un avec qui on s'entend, c'est quelqu'un avec qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, je reconnais qu'il est disponible. La seule chose, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait, nous ne sommes pas d'accord avec lui sur le fait que les fermetures des lieux identifiés, reconnus, qui ont le minimum, c'est-à-dire la commission de sécurité, les papiers en règle, l'entretien des établissements et tout ça, soient systématiquement fermés quand des gens ont décidé de venir se disputer à l'intérieur ou devant l'établissement. Donc, perpétuellement, je lui dis, oui, mais quand vous fermez, vous déplacez juste le problème, c'est-à-dire qu'ils vont ailleurs, soit chez un autre, ou soit ils créent. En plus, vous avez d'autres personnes qui ne peuvent pas prétendre être mes collègues, qui font des choses dans l'informel, qui ne sont pas déclarées, qui s'en foutent complètement, qui prennent n'importe qui pour faire la sécurité. Et quand il y a des histoires comme ça, les mêmes qu'il y aurait au Zénith ou au PU ou n'importe quel endroit, eh bien, autant on va fermer les gens qui ont des problèmes, qui sont identifiés, mais ces gens-là, on ne les trouve plus. Et on ne peut pas les fermer puisqu'ils n'ont pas de lieu. Donc, on ne peut même pas porter plainte contre eux. Donc, si vous voulez, il a voulu faire quelque chose de bien, c'est de parler aux restaurateurs pour leur dire, c'est comme si vous aviez une salle et que vous êtes exploitant de la salle et responsable. La chose qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez une salle et que vous n'êtes pas le propriétaire est concerné par toutes les bêtises que vous faites aussi. Donc, on était venu pour savoir quelles mesures il allait mettre en place pour ces vacances-ci. Et il s'est avéré qu'en fait, quand on a voulu lui dire que bon, il y a quand même des petites coutumes, on ne peut pas fermer tout à 2h du matin, hein, je parle des balles des associations, des choses comme ça, qu'on a besoin du concours des mairies parce que nous avons l'impression qu'elles ne savent pas qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'organisation de nos métiers. Et malheureusement, il a pris la mouche, il s'est énervé, il a dit, plusieurs fois il a dit si vous n'êtes pas content, vous devez partir. Donc à un moment donné, je me suis levé, je suis parti, et je pense que c'est pas comme ça qu'on va construire sur le fond, sachant que nous sortons de 3 ans de Covid, qu'on n'a toujours pas les moyens de rebondir, que la crise économique, elle est toujours là où elle va en s'amplifiant, et que, ma foi, les habitudes ne sont pas les mêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a les discothèques qui peuvent finir à 7h du matin. Et malheureusement pour nous, enfin pour elles, les discothèques ont été fermées pendant tout le Covid. Donc les gens ont découvert d'autres manières de s'amuser. Sauf que parmi tous ceux qui légifèrent ou qui organisent un petit peu la société, le ministère de la Santé va vous dire le bruit, même de jour. La musique ne peut pas empêcher quelqu'un de parler chez lui, ou éventuellement les basses ne peuvent pas résonner dans le lit de mamie, et ainsi de suite. Donc nous sommes arrivés à un stade d'incompréhension mardi, où nous avons trouvé quelqu'un qui n'était pas en phase avec ce qu'on était venu faire, c'est-à-dire, puisqu'il y avait l'autre association des restaurateurs, M. Nainan, on était venu pour construire quelque chose, pas pour partir et s'engueuler. Et donc on essayait de faire comprendre qu'il y avait la DRAC qui gère la culture, vous avez les ERP, vous avez la police, vous avez les gendarmes, vous avez plein de gens qui font que la Guadeloupe peut se pacifier. Puis je vais rajouter une chose, même si ça déplaît, je ne peux pas comprendre que 20 garçons, 20 enfants, c'est-à-dire des gens de 15 à 20 ans,
puisse empêcher aux professionnels de travailler de jour, puisqu'ils n'attaquent pas que les soirées, les trucs comme ça, ils vont braquer à droite, à gauche. Moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes tous muets devant tant de bêtises, parce que ce n'est même pas de la délinquance, c'est de la bêtise. L'autre jour, quelqu'un se gare ou se pète, on lui donne une balle. Donc je pense qu'à un moment donné, on va réveiller plein de choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que l'autorité s'affirme et qu'on arrête d'accepter qu'on ne puisse pas travailler et qu'on soit inquiet, parce que c'est une vraie partie de poker. Très bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur Henri Léo. Et tout de suite, nous concluons sur un petit sujet sport. Donc, après leur rencontre avec Sydney Govou, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, les jeunes féminines de la Corsair Foot Academy reçoivent la visite de la joueuse professionnelle de football, Émilie Mavère. Échanges, conseils tactiques, motivation, elles ont pu bénéficier de la présence inestimable de la Guadeloupéenne pour s'inspirer de son parcours. Un reportage de Maxime Morel. Pour la première, la Corsair a fait un stage uniquement de filles. Donc on a vu depuis lundi, elles sont vachement motivées. Je pense que là, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau de discuter, échanger et même de la voir là. C'était super important pour moi parce que en fait, moi j'ai pas eu ça quand j'étais plus jeune. J'ai jamais pu faire de camp 100% féminin. Donc c'est un peu pour moi une nouveauté comme pour elle. J'ai besoin de ces gens-là. Malheureusement, Laura Georges ou Wendy Renard ou toutes celles qui ont porté elles aussi assez haut les couleurs internationales, bon, elles sont jamais dispo pour venir. Mais moi j'aimerais bien qu'elles s'impliquent aussi, qu'elles nous montrent qu'elles attendent la relève et que les filles elles aussi s'identifient à elles. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on ait des gens qui puissent être des références pour les filles que l'on a. Pour moi c'est une super opportunité en fait de pouvoir échanger et puis transmettre mon expérience et puis leur parler un peu de ce que j'ai vécu et leur expliquer que c'est tout à fait possible de venir de Guadeloupe, d'être né en Guadeloupe et puis de pouvoir partir à l'extérieur. Ah, c'est une professionnelle là. Ça nous inspire que même si on est d'une petite île comme la Guadeloupe, on peut aller plus loin. Ça donne envie de montrer tout notre talent et tout ce qu'on sait faire. Voilà. Elle va nous donner envie de faire du football au-delà de notre domicile, à l'extérieur. Et voilà, je suis très contente qu'elle soit venue. La plupart pensent qu'effectivement, c'est jouer en France, mais il y a d'autres alternatives pour être professionnel, donc je pense que ça va les motiver encore plus. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10.